Alors, notre prochain sujet se rapporte à qu'est-ce que c'est un ion lorsqu'on parle d'atomes en chimie. Alors, voyons voir le sujet. Donc, si nous regardons le tableau périodique, chose intéressante, nous avons dans les semaines passées discuté comment est-ce que les éléments sont organisés sur un tableau périodique. On a aussi remarqué que si on a un élément, par exemple, prenons le lithium, tiens, on parle souvent du lithium pour ses véhicules électriques et leurs batteries. Le lithium est un élément, et si on est pour prendre cet élément de lithium, on est pour le diviser en morceaux de plus en plus petits, on se retrouve avec une très petite particule de lithium. Donc, une particule de lithium, on appelle cela un atome. Donc, voyons voir. Si on regarde le lithium ici, nous avons ici un numéro atomique de 3 et une masse atomique que je vais arrondir ici à 7 aujourd'hui. Alors, voyons pourquoi c'est intéressant. Le lithium ici a un numéro atomique de 3. Nous avons une masse atomique de 7. Ça veut dire que l'information que nous avons ici nous aide à mieux comprendre l'atome de celui-ci. Nous avons 3 protons, donc on a indiqué ça dans les semaines passées. Nous avons 3 protons qui sont des sous-particules positives. On a le nombre à partir du numéro atomique. Nous avons 4 neutrons dans le noyau, parce que pour obtenir le nombre de neutrons, on a besoin de savoir le nombre de masses, qu'on pourrait dire. Et ici, la masse atomique nous donne la somme, en général, du nombre de protons et de neutrons. Donc, 7 moins 3 nous donne 4 neutrons. Nous avons notre noyau qui est ici. Nous avons maintenant des électrons qui orbitent autour du noyau. Donc, la semaine passée, on a parlé des diagrammes de Bohr-Rutherford. Je vais faire un exemple ou deux aujourd'hui, et mon premier est le lithium. Si nous avons 3 protons positifs, nous allons aussi avoir 3 électrons négatifs. Et la raison pour cela, c'est qu'une particule a tendance à vouloir être neutre dans son environnement. Ça veut dire qu'avec 3 protons, on a 3 électrons. On va faire notre première orbite. On va mettre 2 électrons sur le premier orbite. Et on va mettre le troisième sur la deuxième orbite. Maintenant, vous allez dire, comment est-ce qu'on sait le nombre d'électrons sur chacun de ces orbites? Alors, ici, c'est l'ensemble de plusieurs scientifiques qui nous ont aidés. Bohr et Rutherford nous ont donné la structure comme ceci. Et si on regarde notre tableau périodique, nous avons ici sur la première rangée, donc la première période, 2 éléments identifiés. Et ça nous aide parce que dans le premier niveau d'énergie, si on regarde ici, il y a 2 électrons. Si on retourne sur le tableau périodique, nous avons notre deuxième période, ou la deuxième rangée. Et sur cette deuxième période, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 électrons. Donc, on se retrouve avec un nombre maximal d'électrons qui peut s'ajouter jusqu'à 8. Si nous avons une autre couche ou un autre niveau d'énergie, on peut ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 électrons sur le dernier niveau. Maintenant, la structure de l'atome ici avec les diagrammes de Bohr-Rutherford, ça fonctionne très bien à l'élément peut-être calcium, parce qu'on se retrouve avec des sphères qui s'accumulent et qui s'ajoutent comme des couches dans un oignon. Lorsqu'on arrive avec des éléments qui se retrouvent, par exemple, voyons voir où est mon... Ah, il est ici. Lorsqu'on a ici nos éléments de transition, nos métaux de transition, à ce moment-là, on commence avec l'ajout d'électrons à avoir des configurations un peu différentes. Et ça, c'est l'étude de chimie plus avancée. S'il y a des personnes qui sont intéressées à cette théorie sur
les orbites des électrons, ça pourrait être un sujet intéressant pour cette vidéo ou pour cette chaîne. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai fait le lithium ici. Je vais prendre maintenant le chlore comme mon deuxième élément. Alors ici, si je regarde, j'ai le chlore, j'ai un numéro atomique de 17 et j'ai une masse atomique ici, 35,4. Donc, je vais l'arrondir à 35. N'oubliez pas que la masse atomique, c'est la somme proportionnelle des différents isotopes de cet élément. Ça veut dire qu'il y a des atomes de chlore qui ont une masse atomique de 35, 36. On peut avoir plus haut comme masse atomique et plus bas. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait la masse proportionnelle en fonction du pourcentage de ces éléments dans notre environnement. Donc, pour le deuxième, je vais changer de couleur. Tiens, je vais utiliser du noir. Donc, nous avons ici 17 et 35, comme ceci. Retournons à notre... Voyons voir. Excellent. Donc ici, nous avons un atome de chlore. Chose intéressante, nous avons ici un numéro atomique de 17. Ça veut dire que nous avons 17 protons. Si j'utilise un isotope de chlore qui a une masse atomique de 35, 35 moins 17 me donne 18. Et ça, c'est le nombre de neutrons que nous avons ici sur ce niveau d'énergie. Nous avons ici notre noyau. Excusez, je regardais mon écran. Et si nous avons 17 protons positifs, nous allons aussi avoir 17 électrons négatifs. La raison est que les deux ont des nombres similaires parce que les atomes ont tendance à vouloir être neutres. Donc, le même nombre de positifs et négatifs les rend neutres. Ça veut dire qu'on doit les mettre autour de notre noyau. Donc, si on prend notre premier niveau ici, nous avons vu sur le tableau périodique que, si on le regarde de nouveau, nous avons 2 éléments identifiés sur la première période, 8 éléments identifiés sur la deuxième période, et on a ici une troisième période avec les éléments qui nous mènent au chlore. Donc, regardons. Nous avons 2 électrons sur le premier niveau. Nous allons avoir combien d'électrons sur le deuxième? On peut en avoir jusqu'à 8. Donc, voyons voir. 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai 2 électrons sur le premier niveau d'énergie, 8 sur le deuxième. Ça nous fait un total de 10 électrons, mais on en a besoin de 17. Ça veut dire que nous allons continuer sur un troisième niveau d'énergie. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Excellent. Donc, si on regarde le nombre d'électrons ici, 2 sur la première rangée, plus 8 nous donne 10, plus 7 nous donne 17 électrons. Donc, la semaine passée, on a vu avec les diagrammes de Bohr-Rutherford que les électrons, parce qu'ils sont négatifs, ils sont attirés par le noyau. Mais puisque les électrons vont à la vitesse de la lumière, ça veut dire qu'il y a une certaine distance du noyau, un peu comme notre système solaire et les planètes en orbite. Maintenant, ici, il faut parler d'un autre aspect intéressant des atomes. Les atomes veulent 2 choses importantes dans la vie. La première chose, un nombre. Ils veulent avoir le même nombre de protons que d'électrons, et c'est comme ça que nous avons organisé nos diagrammes de Bohr-Rutherford ici. OK. Deuxième chose intéressante pour B, niveau d'énergie extérieure. Alors, l'idée ici, c'est que ça, ce sont les 2 buts qu'un atome veut avoir.
Le nombre de protons qui est égal au nombre d'électrons, nous avons fait cela, c'est fantastique. Maintenant, on arrive à la deuxième partie qui est le dernier niveau d'énergie qui soit plein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le chlore, c'est assez facile d'expliquer cela, alors voyons voir. Nous avons le chlore ici. Nous avons 2 électrons sur le premier niveau, 8 sur le deuxième et 7 sur le dernier niveau d'énergie. Donc, un niveau d'énergie extérieur, nous avons celui-ci. L'atome aimerait avoir ce dernier niveau d'énergie plein. Ça veut dire quel est le nombre maximal d'électrons qu'on peut mettre à ce niveau. Retournons sur notre tableau périodique. Lorsqu'on va voir ici notre chlore, nous savons en regardant cette période que si on ajoute un électron à l'extérieur sur le dernier niveau d'énergie, celui-ci serait un niveau d'énergie qui est plein d'électrons. Pourquoi? Parce que ce niveau d'énergie a un maximum de 8 électrons. Alors, revenons ici à notre dessin. Nous avons notre chlore. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le chlore pourrait dire, OK, ça serait fantastique si moi, je pourrais avoir un électron de plus. Si je pouvais avoir un électron de plus, voyons voir, comme un invité, je pourrais avoir 8 électrons sur le dernier niveau et ce serait un niveau d'énergie plein. Ça serait fantastique. Maintenant, l'idée c'est, si on a un électron supplémentaire, ça change un peu la charge parce que nous avons 17 protons et maintenant nous avons 18 électrons parce que nous avons 2 sur le premier niveau, 8 sur le deuxième et 8 sur le suivant. Ça veut dire qu'on a un électron de plus que de positif. Alors ça ici, c'est cette idée que en chimie, nous avons des atomes, on a expliqué, on se retrouve avec des ions. Un ion, qu'est-ce que c'est? C'est un atome qui a une charge. Alors ici, on a un électron de plus, on se retrouve avec le chlore et il aura une petite charge maintenant négative. Pourquoi négative? Parce qu'il y a un électron de plus qu'un proton. Très bien. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le dernier niveau d'énergie est plein. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que la première condition maintenant n'est plus applicable. Ça veut dire que s'il arrive qu'il y a un moyen, il pourrait laisser celui-ci aller, on se retrouve avec cette condition satisfaite. Mais le chlore maintenant aimerait avoir celui-ci, l'électron peut venir. Donc, il y a un électron qui peut être reçu, mais qui peut être repris si nécessaire. Alors ça, c'est cette idée de chlore. Avec un signe négatif, nous avons un ion négatif de chlore. Très bien. Regardons le lithium maintenant. Si nous avons le lithium qui est ici, nous avons ici un électron à l'extérieur et que nous regardons notre tableau périodique, nous savons que la deuxième période peut accueillir jusqu'à 8 électrons. Donc, voyons voir si le lithium se comporte de la même façon que le chlore. On a ici 3 protons. On a un maximum de 8 autour, comme ceci. Comme ça, si on pouvait ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 électrons, on aurait un niveau d'énergie qui serait plein. Par contre, où est-ce qu'on peut trouver autant d'électrons de façon à ce qu'il y ait 10 électrons attirés par 3 protons? C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement évident à faire à cause de l'énergie nécessaire et l'énergie disponible par le noyau. Alors ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le lithium va se dire, je donne un peu comme une idée mentale de cet atome, moi je veux le même nombre de protons que d'électrons, ça va, mais le dernier niveau qui soit plein. Ça veut dire que je peux soit avoir 7 électrons de plus, ou peut-être que je pourrais laisser aller un électron. Et ça, c'est intéressant parce que s'il laisse aller un électron, regardez, le dernier niveau d'énergie ici est maintenant plein. Donc, cette condition est maintenant satisfaite. Mais aussitôt qu'il y a un électron qui est donné, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'atome dit oui, mais moi, j'aimerais avoir le même nombre de protons que d'électrons. Donc, il va donner un électron
mais aussi, lorsqu'il est possible, il va attirer un autre électron pour pouvoir avoir la première condition. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? On a un atome ici qui va donner un électron, et quand c'est nécessaire, il veut le ravoir aussi. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si nous enlevons un électron ici, nous avons 3 protons et maintenant 2 électrons. On a ici une charge positive supplémentaire. Ça veut dire que cet atome, qui initialement avait 3 électrons, se retrouve comme un atome qui a une charge et donc va devenir un ion de charge positive. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a maintenant un ion positif et un ion négatif. OK. Voyons voir qu'est-ce que cette information peut nous donner. Nous avons le lithium qui, lui, peut donner un électron. Et nous avons un chlore qui, lui, aimerait avoir un électron. Donc ici, on a un match où on a une relation possible entre les deux. Donc je vais effacer mon dessin ici. Je vais effacer ça. Ça. Nous avons fait les dessins de Rutherford. Okay. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va avoir le lithium, qui est comme ceci, et nous allons avoir le chlore, qui, eux, vont être compatibles parce que le lithium va donner son électron. Mais ici, le lithium, il va donner son électron, mais il ne veut pas nécessairement le donner pour toujours parce que le lithium veut avoir ses 3 électrons de temps en temps. Donc ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le lithium ici et le chlore, le lithium donne, le chlore va recevoir. Mais puisque ça, c'est une molécule, et cette molécule, nous allons l'appeler LiCl, et on appelle cela le chlorure de lithium. On a ici un composé. Maintenant, dans la vraie vie, il y a plus que seulement une molécule comme ceci. Ça veut dire que dans la vraie vie, nous allons avoir comme ceci et comme cela. Alors, un petit dessin ici de solide, c'est toujours fantastique. Et le chlore. Très bien. Donc, on se retrouve ici avec quoi? On se retrouve avec... Alors, un chlorure de lithium, c'est comme ça fait partie des familles d'un sel. On se retrouve avec une forme cristalline solide d'une matière. Et ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons des électrons. Donc, ici, nous avons le lithium qui a donné son électron au chlore ici. Mais lorsqu'il veut le ravoir, il n'est pas obligé de ravoir le même électron. Il peut venir chercher l'électron de ce chlore qui est adjacent. De cette façon, ici, un lithium donne son électron, il va le redonner ici. Donc, on a ici des électrons qui sont donnés, qui sont reçus et qui sont repris de façon qu'on se retrouve avec un solide qui est stable. C'est souvent des solides. Ils ont un point de fusion qui est très haut. Donc, point de fusion très haut. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont très contents l'un de l'autre d'avoir accès à des électrons disponibles. Donc, ils peuvent le donner, mais si nécessaire, peuvent le ravoir. J'ai une analogie ici qui est intéressante. Et voyons voir si on peut regarder un exemple. Alors, ça ici, c'est un billet de 5 $ du Canada. Chose intéressante, ça ici, c'est un billet qui appartient à la Banque du Canada. Mais chose intéressante, c'est que ce 5 $, je l'ai reçu de la cafétéria parce que
j'ai acheté un lunch vendredi. Maintenant, j'ai donné un billet de 20 $. On m'a redonné, parmi ce qu'on m'a redonné, un billet de 5. Mais ce billet de 5 appartenait à une autre personne qui a acheté quelque chose d'autre à la cafétéria. Donc, un billet de banque comme ceci appartient à la Banque du Canada, mais on peut donner de l'argent et recevoir de l'argent sans avoir cette idée d'appartenance ou cette idée de, voyons voir le mot, d'avoir une propriété. On n'est pas propriétaire de ce 5 $. On utilise celui-ci. De la même façon que le lithium ou le chlore ne sont pas propriétaires des électrons, mais permettent de le donner et de le recevoir et à être content. C'est un peu la même chose si vous avez des amis, vous voulez aller au café boire quelque chose, et un ami dit « Ah, est-ce que je n'ai pas de sous aujourd'hui, serais-tu prêt à me prêter des sous? » Donc, quelqu'un va prêter 5 $. Donc, ça, c'est mon 5 $ à moi que je donne, et cette personne va l'utiliser. La semaine suivante, mon ami me redonne le 5 $ parce que je lui ai donné et maintenant je veux le revoir. C'est presque assuré que le 5 $ que moi je lui ai donné ne sera pas le même billet que je vais recevoir parce que ce billet est retourné dans l'économie. Mais on a une valeur qui m'est redonnée et c'est ça que je veux. Et si j'ai un autre ami, donc je passe le 5 $, on me le redonne. Et si il arrive une autre fois que je vais prendre un café avec une autre personne et que celle-ci a besoin de sous pour un certain temps, je peux repasser le 5 $ à une autre personne. Même chose avec les électrons. Ce que l'on se donne et reçoit, c'est la valeur qu'on donne et ce sont les électrons. Alors, pour conclure ici, qu'est-ce que l'on peut dire? Nous avons ici un ion qui est positif et nous avons le lithium. Nous avons aussi des ions négatifs. Ici, nous avons le chlore. Maintenant, si nous mettons... Alors, il y a même un autre mot de vocabulaire utile. Un ion qui est positif, on les appelle les cations. Et les ions qui sont négatifs, on les appelle les anions. Donc ici, on parle de vocabulaire intéressant. Et puisque nous avons des ions, chose intéressante, LiCl, notre chlorure de lithium, est ce qu'on appelle un composé ionique. Composé ionique. Pourquoi est-ce que c'est un composé ionique? Regardez ici, ionique, c'est qu'ils sont faits d'ions. Maintenant, cette idée de force qui attire et qui garde ensemble ces atomes, due au fait qu'on donne des électrons et on les reçoit, on appelle ça des liaisons ioniques. Pourquoi liaison ionique? On a ici ion, parce que c'est une relation entre des ions. Donc, une liaison ionique, c'est cette idée de la force qui garde deux atomes ensemble. Une liaison, on peut dire que c'est comme une relation. Un composé ionique est cette matière qui est faite d'ions positifs et négatifs, comme cette idée d'un solide cristallin qui est le lithium de chlore, le chlorure de lithium, voilà. Alors sur ce, je vais terminer la vidéo sur les composés ioniques. Je vais continuer dans un instant avec des exemples supplémentaires que je vais mettre dans une autre vidéo.